Aimables téléspectateurs, bonsoir, merci de regarder la télévision nationale. Bienvenue dans votre émission Ère du Bilan, une émission qui vous permet de comprendre les programmes et projets de développement réalisés par notre gouvernement. Pour ce numéro, nous recevons pour vous le ministre des Transports, par ailleurs porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo. Avec lui, vous allez comprendre le bilan annuel, les projets en cours et les perspectives de son département stratégique qui est le ministère des Transports. Je n'anime pas seul cette émission, je suis avec Yaya Diallo du CAVI. Yaya, bonsoir. Bonsoir Junior, bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vos téléspectateurs. Monsieur le ministre, la première question de cette émission, dites-nous aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut retenir comme bilan de votre département ministériel? D'abord, le secteur des transports n'a pas toujours existé depuis le début de Aimables téléspectateurs, bonsoir, merci de regarder la télévision nationale. Bienvenue dans votre émission Ère du Bilan, une émission qui vous permet de comprendre les programmes et projets de développement réalisés par notre gouvernement. Pour ce numéro, nous recevons pour vous le ministre des Transports, par ailleurs porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo. Avec lui, vous allez comprendre le bilan annuel, les projets en cours et les perspectives de son département stratégique qui est le ministère des Transports. Je n'anime pas seul cette émission, je suis avec Yaya Diallo du CAVI. Yaya, bonsoir. Bonsoir Junior, bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vos téléspectateurs. Monsieur le ministre, la première question de cette émission, dites-nous aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut retenir comme bilan de votre département ministériel? D'abord, le secteur des transports n'a pas toujours existé depuis le début de cette transition comme un département sectoriel à part entière. Il était au début de la transition jumelé avec le ministère des Infrastructures. Donc, une partie du magistère était assumée par le ministre Yaya Sow au début de la transition, puis l'arrivée du ministre Félix Lama, qui en a assumé la création d'une certaine manière, en tout cas quand ils se sont séparés du ministère des Infrastructures. Alors les transports, c'est un domaine stratégique, une véritable colonne vertébrale pour l'économie de notre pays, parce que ça couvre les portes d'entrée de l'économie et régule la circulation des marchandises et des biens et des personnes dans notre pays. Donc c'est quelque chose de fondamental pour notre pays. Alors ça va du domaine terrestre qui couvre les chemins de fer, la route, les camions, et du domaine maritime, tout ce qui est transport international de marchandises via les bateaux, la gestion des ports, l'évacuation des productions guinéennes, qu'il s'agisse des produits miniers ou autres, agricoles et autres richesses de la Guinée, et puis le secteur aérien qui, en plus des personnes, devient de plus en plus un vecteur de transport de marchandises et une véritable stratégie de distribution des personnes sur les lieux touristiques de notre pays. Donc les transports couvrent un domaine très vaste et qui fait son importance en termes de contribution à la mobilisation financière. C'est la première porte d'entrée de l'économie de notre pays à travers le port, l'aéroport et les postes frontaliers. Donc assez important, mais mal connu du grand public parce que le budget reflète ainsi 10 millions de dollars attribué au budget, presque 100 milliards de francs guinéens l'annuel. C'est là absolument faible par rapport au potentiel de mobilisation du domaine et son importance stratégique quant à la régulation du déplacement des personnes et des marchandises dans notre pays. Donc voilà, en quelque sorte, ce qu'on peut dire du ministère sans entrer dans un bilan détaillé dont nous aurons l'occasion de parler pendant les quelques minutes de cette explication sur le bilan de l'année du département de transport. Merci Monsieur le ministre. Alors on va suivre avec votre permission une petite vidéo produite par la cellule de communication du ministère et après on se retrouve. Depuis le 5 septembre 2021, le ministère des Transports mène une dynamique de modernisation des sous-secteurs terrestres, aériens et maritimes.
3 ministres, Yaya Sow, Félix Lama et Ousmane Gawal Diallo se sont succédés, assurant la continuité des réformes engagées. Sur le plan de la gouvernance, le cadre organique du ministère a été révisé. Les conseils d'administration installés, la gestion digitalisée et plusieurs textes législatifs renforcés. La Guinée a également accru sa présence sur la scène régionale et internationale à travers l'organisation de plusieurs rencontres majeures. Dans le secteur terrestre, 50 bus ont été acquis, les initiatives privées de mobilité soutenues et de vastes actions de sécurité routière menées. Campagne de sensibilisation, installation de plus de 1500 panneaux, 36 000 mètres de marquage au sol, 9 carrefours équipés de feux tricolores et instauration de permis moto. Au niveau des infrastructures, des abribus ont été lancés. Les études de la future ligne ferroviaire Conakry-Kankan, frontière Mali réalisée, une aire moderne de stationnement construite à Kourémalé. Dans le sous-secteur aérien, l'aéroport international Ahmed Sékou Touré a bénéficié d'un programme d'expansion. Les travaux des aérodromes de Kankan et la baie progressent et plusieurs équipements stratégiques ont été installés dans 11 stations météorologiques et de nouvelles aides à l'atterrissage. Dans le secteur maritime, les travaux du port autonome de Conakry avancent. De nouveaux portiques et 7 navires ont été acquis et la gare maritime de Sandervalia est opérationnelle. La sécurité maritime a été renforcée avec le balisage national, l'inspection des navires, la création des registres maritimes, la formation des inspecteurs ainsi que la distribution de 45 000 gilets de sauvetage. 59 épaves ont été balisées et 5 phares remis en service. À travers ces actions, le ministère des Transports confirme son engagement en faveur de la modernisation des infrastructures, de la sécurité et de l'amélioration durable de la mobilité des citoyens. Voilà, retour sur ce plateau. Après cette vidéo réalisée par la cellule de communication du ministère des Transports, nous allons venir sur le débat. Monsieur le ministre, le transport urbain constitue aujourd'hui un talon d'Achille de votre département parce que on pense que nous n'avons pas de bus de transport urbain mais aussi interurbain. Qu'est-ce qui justifie cela? Permettez-moi de revenir sur une avancée majeure concernant l'amélioration du cadre organique. Il y a des structures essentielles qui manquaient dans cette organisation, notamment le bureau enquête accident. Vous savez, lorsqu'il y a des perturbations par accident ou par une attention des acteurs, il y a un bureau qui est spécialisé pour ce qui concerne les accidents qui peuvent survenir dans les aéroports ou les chemins de fer qui manquaient dans l'arsenal organisationnel. Et puis, il y a énormément des textes d'application qui aussi grévaient la mise en œuvre des lois qui gouvernent le secteur du transport qui ont été mises en place. Rappelez-vous que le port de Conakry a une très longue année d'existence, de très longues années d'existence, mais un cadre juridique qui encadre ces activités manquait. La plupart des ports en tout cas, qui ont cette appellation dans notre pays, n'ont pas encore le cadre organique qui gouverne leur existence. Donc, un travail est fondamental quant à la rectification institutionnelle ou la réadaptation des textes de loi par rapport à la réalité du fonctionnement de ces organismes. Pour revenir à votre question, effectivement, les populations réclament des moyens de transport urbains efficaces, rapides et disponibles. Cela n'a pas été le cas tout de suite parce que depuis de nombreuses années, notre pays n'a pas fait face aux investissements nécessaires aussi bien dans l'amélioration des aires de circulation, des routes, des investissements massifs n'ont pas été effectués et puis l'échec successif des sociétés de transport public, de transport de personnes, n'a pas encouragé les autorités à s'investir là. Donc c'est tout à fait à l'honneur du président de la République, Mamadi Doumbouya, qui a réactivé cette idée que l'État devait avoir sa responsabilité dans le déplacement des personnes. C'est pour cela que dès les premières heures de sa prise de responsabilité, il a instruit que l'on réhabilite les sociétés de transport de personnes en ville. Et donc un budget conséquent a été dégagé qui a permis l'acquisition de 50 bus avec un objectif d'acquérir 300 bus d'ici la fin 2027. L'année prochaine, il est inscrit dans notre budget l'acquisition d'une centaine de bus qui vont venir. L'autre
segments de progression pour l'amélioration des déplacements des populations et l'encouragement par l'accélération et la simplification des procédures d'acquisition de licences permettant aux sociétés privées d'exercer dans ce domaine. On a vu ainsi naître quelques sociétés qui offrent les services de déplacement des personnes, des sociétés privées, dont certains opèrent avec des voitures électriques. Tout ceci pour améliorer. Et des études concrètes sont actuellement en cours pour réfléchir quant au potentiel de développement du transport de masse à travers soit les BRT, soit les tramways. L'idée de doter Conakry d'un tramway d'un premier tronçon de 25 km qui partirait de Kaloum jusqu'à Matoto est déjà très ancrée et un budget est consacré à ça dans les ressources qui vont nous être allouées 2026. Ça veut dire que le président de la République et le gouvernement portent une attention particulière à cette difficulté qui touche nos populations. Et pour améliorer le cadre global, le ministère du Budget vient de gratifier le secteur du transport d'une baisse substantielle des taxes et droits qui sont associés à l'importation des véhicules neufs. Et donc, cela est parti d'une baisse de 45% à 12%, toutes taxes confondues, que l'on devrait faire. Ça va entraîner une baisse considérable sur le prix d'acquisition de neuf. Et nous espérons que cela va entraîner un renouvellement rapide du parc très vieillissant d'automobiles dans notre pays. Et nous comptons pas nous arrêter sur ce chemin. Il y a un projet d'acquisition de 1000 taxis nouveaux qui vont être distribués sous forme de GIE à des personnes, dont le premier lot est associé à la mise en œuvre de l'immatriculation provisoire, dont les premières retombées financières vont permettre l'acquisition de 250 taxis 2026. Donc la perspective est bonne pour faire face à une crise qui a longtemps miné les déplacements de nos populations pour vaquer à leurs activités quotidiennes. Très bien, Monsieur le Ministre. Des annonces très alléchantes, mais c'est la gestion. Et de par le passé, nous avons connu ici des sociétés quand même qui ont été très mal gérées. Qu'est-ce que vous en faites pour justement rendre cette gestion beaucoup plus vertueuse, Monsieur le Ministre? Alors, une chose à souligner, avant de répondre directement sur cette question, effectivement, les bus sont acquis et sont ici, ne sont pas encore opérationnels parce qu'il faut réhabiliter le trajet de déplacement de ces bus, construire les abribus. Le reportage tout à l'heure montrait quelques abribus qui sont en cours d'installation à Conakry. Et puis, pourquoi nous retardons aussi? Parce que nous n'avons pas l'intention de reproduire les schémas économiques qui ont échoué dans le passé, c'est-à-dire confier à l'État la gestion de ces bus-là. Nous sommes en train de rechercher des entreprises privées ou des personnes privées qui vont se constituer en groupement d'intérêt économique auquel nous allons confier à la gouvernance de ces bus en leur permettant, sur l'argent du remboursement des bus, que cela puisse constituer un fonds roulant, une trésorerie qui permette de renouveler le parc et les permettre de pleinement fonctionner. Parce que simplement, c'est ces modèles qui ont marché dans la plupart des pays où ces systèmes de transport perdurent encore, qu'il s'agit d'Abidjan, de Dakar, de Johannesburg ou du Maroc. C'est les systèmes de GIE qui marchent et nous allons nous adapter à ça et propulser certains Guinéens à s'intéresser sur ce segment-là. Maintenant, en plus du transport urbain pour ce qui concerne Conakry, nous espérons dans le lot des 300 bus doter certaines grandes villes, notamment les capitales régionales, de petits moyens pour leur permettre de mettre déjà l'embryon de ce qui doit être leur futur mode de transport urbain. Les villes de Kankan, Labé, Mamou, Bokeh, Kindia et Zéro-Corée devraient être dotées de cela. En plus, nous escomptons de mettre en circulation 50 bus urbains, ça c'est le ministère du Budget, qui nous l'a annoncé dans notre loi de finances à venir et qui vont constituer le premier noyau des bus de transport interurbain qui, j'espère, seront en circulation en 2026. Monsieur le ministre, le port autonome de Conakry, il y avait un projet de déconcession parce qu'il y a trop de conteneurs. On ne sait pas, est-ce que c'est parce que le port est plus rentable ou bien c'est trop fréquenté? Qu'est-ce qui se passe au port? Beaucoup de choses qu'il faut dire. Une faiblesse dans les investissements au cours des années antérieures n'ont pas permis d'anticiper sur les besoins du port actuellement. Et puis un succès qui est arrivé très vite. 42% d'augmentation d'activité au cours d'un trimestre. C'est comme un enfant qui grandit trop vite. Quand vous prenez 2 mètres de taille à 7 mois de naissance, cela fragilise un peu les os. Le port de Conakry est victime de son succès. Un succès qui est induit par le développement des activités de Simandou et puis l'intensité des importations des pays voisins. Le Mali, la Sierra Leone, le Libéria utilisent de plus en plus le port de Conakry comme un port d'importation privilégié.
Cela est venu aussi s'ajouter aux besoins du pays quant au développement des infrastructures. Comme vous le constatez, les cimentiers sont à flux tendu. Un bateau par semaine et par cimentier, on en a 5 ici, ils envoient 2 par mois. Cela n'est pas simple. Et puis l'activité de consommation des populations augmente dans tous les segments, qu'il s'agisse des matériaux de construction que des produits alimentaires, tout augmente dans le pays. Bien entendu, c'est un pays qui est à l'aube d'une véritable révolution économique, avec tous les indicateurs du pays qui sont au vert, les fréquentations de l'aéroport se faire sentir. Donc forcément, le port, qui est la principale porte d'entrée des biens et des marchandises, subit actuellement ce succès et nous avons des difficultés à gérer, bien entendu cela, mais nous espérons y arriver à bout dans les prochains mois. Il faut aussi souligner que l'explosion des stocks, des entrepôts des hydrocarbures n'est pas venue faciliter, parce que cela oblige le port à garder à quai un bateau permanemment pour servir d'entrepôt de stockage des produits d'hydrocarbures pour alimenter nos populations. Monsieur le ministre, si je me permets de répondre, parce que vous parlez d'investissement, mais il y a quand même Bolloré et Al-Bayrak au port, ou bien les études préalables n'ont pas été effectuées pour permettre d'avoir un stock suffisant. Une chose est de faire des études, une chose est de mettre en œuvre les études existantes. Quand j'étais ministre de l'Habitat, j'avais déjà facilité l'obtention des documents administratifs nécessaires à l'extension du port à conteneurs. Sauf que entre l'obtention de ces documents et l'acquisition du dernier document administratif nécessaire et la mise en œuvre, il y a un délai. Malheureusement, ce délai que cette trop grande croissance est arrivée. Et puis quant à Alport, ils n'ont pas anticipé, comme tous les autres Guinéens, parce que les Guinéens n'ont pas anticipé. Vous voyez l'arrivée de Simandou à Beila. Aucun Guinéen n'a anticipé sur les besoins en termes d'hôtels, de restaurants à Beila. Pourtant, Beila a connu un accroissement très rapide de sa population, une arrivée massive des expatriés dans le cadre du développement de chemin de fer. Pourquoi n'avons-nous pas anticipé en construisant des logements, des hôtels et des restaurants pour nourrir ces populations? Parce que simplement, beaucoup de Guinéens avaient perdu l'espoir quant à la possibilité qu'on a de mettre en œuvre le projet de Simandou et minimisant souvent la volonté du chef de l'État d'aller au bout. 3 ans, un délai que personne ne pouvait imaginer que ça allait permettre de lancer, de mettre en orbite un rêve de plusieurs générations de Guinéens que nous entretenons depuis plus de 40 ans. Bien. Monsieur le ministre, revenons un peu dans le transport terrestre. L'insécurité routière devient de plus en plus grandissante. Vous avez l'Agence guinéenne de la sécurité routière au sein de votre département. Qu'est-ce qui est en train d'être fait juridiquement pour pouvoir justement sanctionner ces cas d'accident-là qui devient quand même une hémorragie? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est sur le contrôle routier. Nous avons des engins aujourd'hui qui polluent, disons, l'environnement, puisque c'est là aussi relève de votre, disons, de votre compétence. Qu'est-ce qui est en train d'être fait pour justement encadrer tout cela juridiquement? Il faut déjà déplorer le trop grand nombre d'accidents, plus de 12 000 accidents de l'année, 4 000 personnes qui sont handicapées à vie et plusieurs jeunes qui perdent la vie alors qu'ils devraient constituer le bras économique de notre pays. C'est malheureux, mais c'est un constat. Les chiffres ne plaident pas en la faveur. Il faut le dire, c'est pour ça que le gouvernement a pris des dispositions pour aller au bout de cela, renforcer la formation, être plus exigeant quant aux permis et aux documents administratifs permettant de prendre la route, accroître et investir massivement dans la sensibilisation, parce que malheureusement, tout n'est pas dans la coercition. Il faut penser aussi à sensibiliser les acteurs de la route, les usagers, les utilisateurs des motos et tricycles sont les plus accidentogènes dans notre pays. 60% des traumatologies, des accidents de traumatologie sont liés aux accidents et les 2 roues sont impliquées sur près de 70%. C'est une véritable catastrophe, il faut le dire, et c'est pour cela que le ministère a lancé il n'y a pas très longtemps l'ouverture des centres de formation pour l'acquisition des permis pour les détenteurs des engins à 2 roues et 3 roues. Cela va être une exigence l'année prochaine. Nous espérons que beaucoup de nos compatriotes vont s'inscrire dans cette dynamique. L'autre aspect, c'est la production de la législation. Un code de route révisé est en train d'être mis en circulation. Cela permettrait de sanctionner beaucoup plus sévèrement les comportements accidentogènes ou l'irresponsabilité dans la circulation. Nous allons ainsi donner les bases juridiques aux acteurs de la police et de la défense qui veillent au respect de la législation en la matière. Donc, d'un côté, offrir des formations, accroître la sensibilisation, et de l'autre côté, investir
dans la police et la sécurité pour la mise en application des dispositions de loi dans la matière. Donc, c'est un drame, mais un drame qui ne désarçonne pas les autorités publiques et qui prennent toutes les responsabilités malgré tout. Le contrôle routier sur les dangers qui polluent. Le contrôle, alors, deux aspects qu'il faut souligner. Il est nécessaire et urgent que notre pays renforce son arsenal dans le contrôle technique, notamment des engins qui prennent la route. Il y a tout type de pollution qui envahissent notre société. La pollution sonore, les pollutions à base de carbone. Tout ceci perturbe notre vie et a une action néfaste sur l'environnement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter les centres de contrôle technique. Il n'y en a pas assez. L'État ne peut pas faire tous les centres nécessaires. L'État crée les conditions pour que d'autres acteurs économiques s'intéressent au segment et nous les invitons à le faire massivement et dans toutes les régions du pays. Ça, c'est un premier problème. Il n'y a pas suffisamment de centres de contrôle technique en Guinée et donc exiger aux citoyens de se conformer à la loi qui fait de ça une exigence alors même qu'il n'a pas la possibilité, c'est quelque chose, c'est un cercle difficile pour nous, mais nous continuons à encourager les acteurs économiques et peut-être même penser à subventionner ceux qui vont s'installer dans les régions en dehors de Conakry pour que les Guinéens puissent partout accéder à ces centres et pour mettre en norme leurs véhicules et engins de circulation. Monsieur le ministre, l'un des projets phares de votre département, c'est le projet d'extension et de modernisation de l'aéroport Ahmed Sékou Touré. Aujourd'hui, ce projet avance, à pas de géant, c'est presque fini. Dites-nous quel résultat est attendu de ce côté, parce qu'on parle de 3 millions de passagers par jour. Alors, plusieurs choses. Plus de 3 millions par an, c'est l'objectif visé d'ici 20 ans. D'accord. On ne va pas arriver à ça rapidement, il faut le souligner. Il y a une chose, celui de rendre notre aéroport plus attractif, une vitrine touristique pour notre pays, mais aussi de répondre aussi à l'augmentation rapide de la fréquentation de Conakry. 19% de taux d'augmentation du trafic aérien. Toutes les compagnies qui fréquentent la Guinée aujourd'hui ont émis des souhaits d'augmenter leur rythme de fréquentation à Conakry. Air France voudrait avoir 14 ou entre 12 et 14 rotations par semaine, alors qu'aujourd'hui il fait quasiment 9 rotations par semaine. Tous les jours il vient, il y a un jour je crois où ils font 2 rotations. Il voudrait passer à 14 rotations, Air Sénégal, Emirates, etc. Et puis il y a d'autres compagnies qui voudraient ouvrir leurs liaisons vers la Guinée. Mais nous allons donc, pour faire face à tout ça, il faut augmenter les capacités de l'aéroport, créer de nouvelles pistes, moderniser et étendre les capacités d'accueil pour les passagers. Donc c'est dans la mise en œuvre de cette politique-là que la première phase a été bouclée, celui de la construction du pavillon présidentiel et aussi le terminal à fret, qui est l'un des plus importants de la sous-région, sinon du continent africain aujourd'hui. Donc c'est important. Quand on regarde qu'on est passé de 500 000 passagers en 2021, aujourd'hui autour de 880 000 passagers par an, l'augmentation est exceptionnelle pour la sous-région africaine où il y a plutôt une constance ou une baisse de fréquentation des aéroports. Donc une dynamique que nous voulons entretenir en offrant avec l'extension des capacités de l'aéroport pour 3 millions de passagers. Mais ces 3 millions sont un objectif visé dans les 20 prochaines années. Et puis, pour renforcer ce lien, nous avons entrepris la reconstruction des aéroports régionaux. Celui de l'Abbé et celui de Kankan ont connu des avancées considérables, autour de 60-70%, et nous espérons que d'ici la fin de l'année, enfin la fin du premier trimestre de l'année à venir, que les choses seront plus précises et que des fréquences de déplacement seront là. Et nous espérons toujours qu'une compagnie sera annoncée très rapidement et nous espérons toujours que ce sera d'ici la fin de l'année. Mais nous nous réservons d'annoncer les choses plus vite. Mais la perspective est très prometteuse pour qu'une compagnie guinéenne naisse rapidement. Justement, Monsieur le ministre, avant vous, votre prédécesseur avait annoncé justement la mise en place des aérodromes au-delà du Labé Kankan. Il y avait certaines régions aussi qui étaient concernées. Dites-nous, en sommes-nous avec la réalisation de ces aérodromes? C'est un des chantiers qui ont été ouverts par le ministre Yaya Sow, que le ministre Félix a poursuivi et que moi-même je continue. Donc c'est la poursuite des objectifs initiaux qui ont été instruits par le chef de l'État. 4 aéroports étaient dans le panier, qui sont les de Labé, Zéro Corée, Kankan et Farala. Quand moi je suis arrivé, en raison de la restriction budgétaire, nous avons décidé
d'orienter les ressources disponibles vers l'aéroport de Kankan et celui de l'Abbé, qui avaient des niveaux d'exécution très avancés par rapport à celui de Farana et Zéro-Corée. Et donc l'année prochaine, avec, je pense, l'accroissement de notre budget, nous aurons les ressources pour pouvoir démarrer les activités de Zéro-Corée et de Farana en ayant pris les dispositions pour achever ceux qui sont déjà très avancés. Mais de façon générale, en plus de ces deux aéroports, il y a l'aéroport de Mandiana pour les miniers, l'aéroport de Kerouané, celui de Boké, qui viennent aussi embellir un peu toute cette offre de disponibilité des pistes permettant aux petits avions de se déplacer. Et l'année prochaine, l'aéroport de Koundara et de Gawal en piste vont être aussi dans le portefeuille des miniers qui vont les développer pour à la fois leur déplacement, mais offrir aussi des alternatives aux autorités et aux équipages de secours quand c'est nécessaire. Mais si vous ne voulez pas peut-être annoncer pourquoi il n'y a pas de compagnie aérienne, mais nous on revient sur la question parce que beaucoup de pays de la sous-région ont leur compagnie, pourquoi pas la Guinée? L'avion n'est pas une chose très rentable, il faut le dire, et dont la gouvernance ne se fait pas par les États. Nulle part un État n'a les moyens de gérer une compagnie aérienne. D'ailleurs, tous les États qui ont essayé ça ont fermé boutique. UTA en France, Bruxelles, Sabena en Belgique, puis Air Afrique, Air Guinée, toutes ces compagnies qui sont nées quasiment au début des indépendances et dont les États géraient, ont fini par disparaître parce que les règles du marché, malheureusement, sont impitoyables pour ça. Okay. Donc, ce n'est pas l'État guinéen qui va créer une compagnie. L'État crée les conditions pour qu'un privé, avec une compagnie battant pavillon Guinée, naisse. Air France n'est pas pour le gouvernement français, c'est une compagnie privée et qui bat pavillon français, même si tout le monde est célèbre pour ça. Le Sénégal est dans la même configuration et l'Ivoire. Donc, nous travaillons pour des modèles qui marchent, des modèles pour lesquels l'État peut apporter une contribution qui peut être en nature, hein, les aéroports, des équipements, des réductions ou des avantages fiscaux qui permettent à une compagnie privée de naître en Guinée. Et c'est ce que nous avons identifié. Et si les promesses tiennent, d'ici la fin de l'année, on devrait vous annoncer ça, j'espère, avant les élections présidentielles. Bien. Monsieur le ministre, une question sur Conakry Express. Monsieur le ministre, ça fait longtemps, on ne voit pas ce train circuler. Qu'est-ce qui se passe? C'est la première question. La deuxième question, vous aviez été au Maroc, il y avait des accords qui ont été annoncés avec l'État marocain pour pouvoir justement améliorer, disons, le secteur ferroviaire. Dites-nous, en sommes-nous avec justement... Alors, Conakry Express, c'est un moyen de déplacement de masse hein, que nous utilisons occasionnellement pour drainer les populations de la banlieue vers Conakry en empruntant le chemin de fer des Russes, de Russal. Le problème, c'est la cohabitation entre ce train de transport de passagers et le train de bauxite dans une zone urbaine très densément peuplée. D'abord, le train de bauxite tout seul a du mal à atteindre des vitesses même minimales pour se déplacer puisque les trains ne sont pas clôturés et ça fait que la compagnie a du mal à mettre les vitesses nécessaires pour atteindre Conakry quand il vient de Kindia. Ça, c'est un premier frein. Ça veut dire que chaque fois que vous mettez le train de passagers dessus, vous avez un impact négatif sur la capacité du train de bauxite de faire ses rotations nécessaires. Et puis, notre train est vieux, il faut le dire. Il est vieux, c'est un produit finissant, et nous sommes dans le cadre des études, et il y a une offre de financement qui est en cours d'examen au ministère des Finances, avec nos partenaires de UKEF, et nous espérons, si cela aboutit, d'aller dans le sens de doter Conakry d'un mode de transport par chemin de fer plus moderne et plus dans la tendance actuelle. Donc ces études sont en cours. On en parle il y a plusieurs années, c'est-à-dire il était question de faire une première tranche d'un chemin de fer de port jusqu'à Kouria. Il était même prévu un port sec à Kouria pour permettre de désengorger Conakry, pour stocker tous les conteneurs par là-bas. Mais jusqu'ici, ce travail n'a pas commencé. Est-ce que c'est une volonté politique ou bien il n'y a pas de moyens? Il faut séparer deux choses. Le train Conakry-Kouria, c'est un train de marchandises. Okay. Essentiellement pour l'évacuation des marchandises du port de Conakry et trouver un endroit où les stocker, notamment toutes les marchandises en transit. Des initiatives sont en cours aussi pour réfléchir sur le port sec de Débélé, qu'un partenaire privé est en train de développer et nous réfléchissons sur le mode de créer une dynamique avec la société Russal pour utiliser ce chemin de fer.
Ça, c'est d'une chose parce que ça concerne l'évacuation des marchandises qui arrivent au port de Conakry. L'autre, c'est le développement des transports urbains de personnes. Ça nécessite soit les bus de transport plus importants, qu'on appelle les BRT, ou les tramways pour le transport de masse, puisqu'ils peuvent embarquer jusqu'à 800 personnes par trajet. Ça, c'est quelque chose d'important. Et ces études-là, et les routes que ces trains-là empruntent sont différentes de ceux qui sont empruntés pour l'évacuation des marchandises du port. Nous voulons lancer ces études l'année prochaine et c'est précisément pour ce segment-là que nous sommes en discussion avec des partenaires de UKEF pour mobiliser les ressources financières nécessaires pour la mise en œuvre de ça. Bien sûr, les projets de chemin de fer sont toujours très compliqués et très longs, mais il faut laisser les privés s'intéresser à ça, les convaincre, parce que ce n'est pas du budget national qu'on fait un chemin de fer. Vous prenez le chemin de fer du Simandou. Si on avait dit que c'est du budget national qu'on allait mobiliser presque 3-4 milliards de dollars pour faire ce chemin de fer, on serait toujours en attente de le voir. Mais l'État a su mobiliser des partenaires privés qui ont mis la main dans la poche et ce qui nous a permis de voir ces 1300 km de chemin de fer de Conakry à Béla. Nous voulons aller dans le même segment, intéresser les privés pour qu'ils mettent de leur argent pour développer parce que c'est un segment qui est rentable et c'est à nous de les apporter cela et l'appui financier en termes de fiscalité et l'acquisition des fonciers, mais aussi les convaincre des rendements très importants que le segment peut régorger. Monsieur le ministre, est-ce que vous parlez des Simandou, mais dans Trans-Guinée, il y a le transport des personnes et des biens. Vous parlez de la vétusté de notre train. Quand on va avoir un train Simandou pour nous amener en forêt et puis sans passer par la route avec le chemin de fer bien guinéen? Alors, le transport de personnes, il faut déjà acquérir les trains. Parce que le train qui va transporter le fer de Beila à Moribaya, ce n'est pas le même train qui va transporter les marchandises et les personnes. Il faut déjà trouver des investisseurs dans ce segment-là ou, si c'est un volet du Simandou, qu'il soit activé pour permettre l'acquisition des trains et des personnes. Ça, c'est une première phase. Et deuxième phase, c'est de créer la cohabitation. Quand on voit les flux annoncés, la cadence annoncée d'évacuation du minerai, presque 200 000 tonnes 10 fois tous les jours, si cette cadence devrait avoir lieu, avec le rythme actuel, il va falloir créer d'autres nouvelles lignes ou savoir naviguer entre les trains de bauxite pour atteindre ces objectifs. C'est quelque chose de compliqué, comme quoi la misère est une difficulté, mais le trop grand succès est aussi une difficulté, même si les deux questionnent des solutions différentes, mais c'est néanmoins des équations que nous devons trouver, pour lesquelles nous devons trouver des solutions pour adapter nos besoins. Donc nous travaillerons sur ce segment de transport des personnes utilisant les voies de Simandou pour accroître l'offre de déplacement pour nos populations. Alors, Monsieur le ministre, il a été annoncé de la mise en circulation, la mise en ligne dans le cadre du transport maritime, justement, une ligne interurbaine, intersous-régionale, si je ne me trompe pas, notamment entre la Guinée et la Sierra Leone, mais aussi la Guinée-Bissau. Dites-nous, en sommes-nous sur l'opérationnalisation, justement. La ligne qu'on a créée, Freetown est déjà très opérationnelle et connaît un succès relativement bien puisque les gens sont entre 3h et 3h30, ils relient Conakry à Freetown. Et c'est plutôt bien, ça se passe très très bien sur ce plan-là. La ligne Conakry-Bissau, qui devrait pouvoir alimenter les îles de Kasek et de Tristao, qui sont sur le chemin de la Guinée-Bissau, mais qui sont du territoire de Guinée, n'est pas encore effective à raison de l'absence de quai d'arrivée à Bissau. On nous avait octroyé un domaine pour lequel les constructions ne sont pas achevées et il faut donc les faire du côté de Bissau pour savoir où est-ce qu'on débarque nos passagers. Et une fois arrivés là-bas, et nous sommes sur ce travail-là, nous espérons que 2026 sera une solution. L'autre chose est de renforcer la connectivité de Conakry et les îles qui nous environnent. Une centaine d'îles entourent Conakry et qui sont des îles guinéennes qui sont mal desservies ou simplement desservies par des pirogues pour tout type de produits, des produits de construction, des produits de consommation de masse. Et tout passe par la pirogue. Pour faire ça, il faut construire massivement des quais pour l'accostage des bateaux et nous pensons l'année prochaine acquérir là aussi une barge de 5 à 10 000 tonnes qui est capable de prendre de la marchandise sur le continent et d'alimenter ceci. De toute façon, ce trafic de barges, de marchandises devrait connaître un développement fulgurant
parce qu'avec l'arrivée massive, 10 bateaux par jour arrivent à Moribaya pourraient ramener de la marchandise en venant de l'Asie du Sud-Est, de la Chine. Si toutes ces marchandises arrivent à Moribaya, soit il faut les ramener ailleurs en Afrique par le bateau, ou les disperser à travers la Guinée, à travers le bateau, Conakry vers Bokeh. C'est un chemin qu'il faut explorer. Aujourd'hui, nous faisons du déplacement des personnes de Conakry à Kamsar. Ils ne connaissent pas le succès qu'on escomptait, parce que simplement les Guinéens sont à la découverte des transports maritimes. Tout le monde n'est pas enclin à prendre le bateau pour faire le déplacement, mais l'offre de service est disponible. Et aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, nous avons acquis à peu près 7 bateaux, 2024-2025, et nous allons continuer à acquérir de nouveaux, et ça dans tous les segments, aussi bien dans le loisir, les bateaux touristiques, que dans le transport international de personnes, mais aussi dans les bateaux scientifiques que la RTFM vient d'acquérir, qui lui permet de faire de la bathymétrie. C'est pour la première fois que notre pays dispose d'un bateau scientifique qui nous permet d'avoir une meilleure connaissance du littoral de notre pays. Monsieur le ministre, au début, vous avez parlé du budget, c'est que votre département est un département de recettes, mais votre budget est peu. Qu'est-ce qui justifie cela? Parce que vous faites beaucoup de recettes quand même. C'est la méconnaissance du secteur des transports ou bien la faiblesse de notre comptabilité. La comptabilité donne la primauté à ceux qui comptent l'argent. Si vous demandez quel est le ministère qui rapporte plus d'argent, on va vous dire que c'est le budget. Or, eux, c'est les caisses où on dépose l'argent qu'on collecte. Ils comptent l'argent après. Mais ceux qui collectent l'argent sont oubliés. Nous vous disons simplement qu'il y a une équité dans la comptabilité publique sectorielle. Cela pourrait donner un nouveau regard sur le domaine des transports et peut-être sensibiliser mieux toutes les autorités pour l'accroissement du budget du secteur des transports. Monsieur le ministre, peut-être nous tendons vers la fin de cette émission, mais il y a la météo. La météorologie, cette direction qui traîne le pas. C'est une direction qui est importante dans toutes les questions de transport. La météo joue un rôle. Sans météo, il n'y a pas de transport aérien. Sans météo, il n'y a pas de transport maritime. C'est un domaine qui est extrêmement sensible et important. C'est pour ça que le président de la République a instruit de moderniser et de renforcer les capacités de cette structure. Cette année, grâce à la coopération internationale, nous avons pu mobiliser des ressources financières pour doter les services de météo d'un siège digne de leur importance dans le pays. Dans les prochaines semaines, une pose de première pierre devrait avoir lieu et un bâtiment conséquent devrait pousser aux alentours de l'aéroport de Conakry. Et cela va permettre d'offrir plus de services aux concitoyens, des services d'alerte. Et d'ailleurs, l'année dernière, pendant l'hivernage, cette société a été très bien sollicitée. La Société nationale de la météorologie a été très sollicitée sur l'anticipation sur les crues, notamment sur la surveillance des crues sur le barrage de Swapiti. À un moment donné, on était à plus de 97% de taux de remplissage. La météo, alors, quand il y a eu la réunion de crise, les acteurs décidaient entre ouvrir les vannes pour lâcher l'eau pour ne pas qu'il y ait un trop-plein qui pouvait endommager. Mais quand on fait des lâchers contrôlés de l'eau, des stocks d'eau, on démolit beaucoup de villages dans les alentours. Donc la question était très difficile parce qu'il fallait mobiliser des équipements, l'armée, la police, pour pouvoir évacuer les populations. Et c'est grâce aux projections et aux prévisions de la météo que des dispositions de cette nature n'ont pas été prises parce que nous avions une meilleure connaissance de la pluviométrie des jours qui allaient suivre et cela a permis de garder les stocks d'eau et de ne pas les gaspiller et ce qui fait que notre pays est un peu plus approvisionné, même en période sèche, on a beaucoup plus de stabilité dans la distribution de l'électricité. Donc le météo est devenu important. Il ne peut pas y avoir de navigation aérienne sans connaissance des déplacements de l'atmosphère. Et c'est pareil dans les eaux. On ne se lance pas dans les eaux si on ne connaît pas le comportement que la mer va avoir dans les heures et jours qui vont suivre la prise d'embarcation. Donc c'est très important et nous continuons à investir dans le segment, dans la formation, dans la construction, dans les équipements, aussi bien de l'aéroport, des ports, des aéroports régionaux et des villes de notre pays pour pouvoir mieux maîtriser les éléments et pouvoir avoir des prévisions plus fines. On a peut-être la question des téléspectateurs qui vont
poser d'un moment à l'autre. Mais avant, si la régie est avec nous, Monsieur le ministre, est-ce que vous avez un dernier mot? Disons que tout ce qui a été dit pendant cette émission, en termes de progrès, en termes de réalisation, ne saurait avoir lieu sans un personnel dévoué. C'est le moment pour moi de rendre un hommage appuyé à tous mes collaborateurs, le secrétaire général, chef de cabinet, mes conseillers, les différentes directions, les cadres, les fonctionnaires, les anonymes, tout ce qui s'implique quotidiennement pour que le ministère des Transports puisse jouer sa partition dans le développement de notre pays. Ce sont des cadres motivés, dévoués, grâce auxquels nous avons ces résultats et dont la porte-voix ne peut être que le ministre de la République qui se permet de parler en leur nom. Bravo à eux et nous les encourageons et nous espérons que l'année prochaine, on aura encore à cœur de faire un peu plus. Oui, la question avec Yaya. Alors, nous avons Ibrahim Traoré, citoyen des Dixing kenyens. Comment le ministère compte-t-il sécuriser le financement durable des infrastructures de transport, notamment face aux contraintes budgétaires, et quelles réformes de gouvernance sont prévues pour réduire les pertes, améliorer la transparence et attirer davantage de partenariats publics-privés? Monsieur le ministre. D'abord, alors, les infrastructures durables sont nécessaires parce que cela nous questionne sur l'impact du secteur des transports quant aux questions d'environnement. Et le ministère des Transports, enfin l'ensemble des segments des transports internationaux a initié la mise en œuvre de ce qu'ils appellent la contribution carbone pour que le secteur du transport puisse réduire son impact dans la destruction de la couche d'ozone en apportant des contributions. Quand vous payez un billet d'avion, une partie de votre billet est collectée effectivement pour faire face à ce besoin et le transport international maritime. C'est pour ça, dans mon département, nous avons initié la création de l'Agence nationale carbone pour pouvoir capter ces ressources qui sont orientées dans les transports durables. C'est une des pistes d'amélioration possible. Donc, si cet argent était capté, cela allait nous permettre, comme dans les pays développés, de financer l'acquisition des modes de transport propres, les véhicules électriques, les véhicules à base de carburant bio, pour pouvoir améliorer la pollution dans notre pays. Donc, c'est une piste d'amélioration. Et surtout que cet argent est fait pour ça. Et aussi, le surplus financier qui allait être dégagé allait permettre la régénération des forêts et l'amélioration de la qualité de l'atmosphère pour nous en investissant dans d'autres segments, dans l'électricité propre, dans les écoles, dans la distribution des eaux, etc., qui sont encadrés par cette volonté que le segment des transports a eue en apportant sa contribution. Donc ça, c'est une piste. L'autre piste, c'est de ressortir l'attractivité du domaine des transports. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un domaine qui a besoin d'être réorganisé. Beaucoup d'acteurs interviennent sans que forcément il y ait une étanchéité entre le patron, le donneur d'ordre, le conducteur qui est un employé, l'exploitant qui peut être un gérant tiers. Il faut donc réorganiser, contribuer à organiser ça pour qu'il y ait le patronat, les salariés dans le domaine comme dans d'autres segments. Et puis réduire aussi l'impact fiscal. C'est très coûteux de se déplacer en Guinée. C'est pour ça que le ministre du Budget a été sensibilisé quant au geste fiscal qu'il a fait pour les véhicules neufs en passant de 45 à 12% toute taxe confondue pour l'importation des véhicules neufs. Nous voulons encourager le ministre à aller un peu plus et au début de la transition, le chef de l'État avait instruit et on l'a matérialisé par des actes pour annuler toutes les taxes sur les produits et les machines agricoles qui rentrent dans notre pays. Maintenant, il faut peut-être renforcer les subventions qui peuvent aller vers des véhicules électriques. Nous souhaitons que les véhicules électriques soient complètement détaxés, qu'on parte de 12 à 0 pour renforcer la disponibilité des véhicules parce que cela peut renforcer, si vous voulez, le financement durable que le téléspectateur posait tout à l'heure et puis donc faire des encouragements fiscaux, améliorer le cadre légal et institutionnel et ce sont deux pistes d'incitation pour encourager le partenariat public-privé dans le domaine des transports. Une question. Ouais, Souleymane Cissé. Alors, Souleymane Cissé, citoyen d'Anta Marché T6. Quel est le niveau d'avancement de la modernisation des gares routières et des systèmes de transport urbain, Monsieur le ministre? Alors, plusieurs projets d'amélioration des gares routières. Une des premières qui a été livrée et qui attend d'être inaugurée, c'est la gare routière de Kindia, qui est achevée.
Et puis des aires de repos sont en cours de construction. Le reportage tout à l'heure parlait de celui de Kourémalé, mais il y en a à Sisla. Il y a un autre sur Mamou qui est en cours de construction, qui ne sont pas achevés. Et des perspectives de mettre des aires de repos partout est nécessaire. La Direction nationale des transports terrestres aussi s'est lancée dans un inventaire des projets de gares routières qui ont été faits sous l'Ancien Régime, et on va prioriser ce que nous allons mettre dans le budget 2026 à venir. C'est un objectif qui est essentiel pour améliorer le cadre de déplacement des populations, donc il y a en fait cela. Maintenant, quant à l'amélioration et la modernisation du système de transport urbain, comme vous l'avez dit, ça commence par l'acquisition des bus, et puis la création des systèmes de paiement plus modernes, sans contact avec le mobile money ou d'autres solutions RFID qui permettent d'offrir à nos concitoyens plus de modernité. Mais aussi, nous voulons réfléchir à des modes d'identification des motos qui prennent les passagers le soir, qu'on puisse les identifier avec un QR code qui pourrait tracer le conducteur, la moto, l'heure, le lieu où vous l'avez pris, pour que ceci soit disponible quelque part en cas de... Tout ceci va renforcer la sécurité des citoyens et puis être plus exigeant quant au port de casque pour les déplacements sur deux roues et lutter farouchement contre les surcharges de passagers, aussi bien sur les véhicules que sur les engins à deux roues. Est-ce qu'il y a une autre question avec... Le club innocent Touré, citoyen de Conakry. Où en sommes-nous? Où en sont les travaux promis dans les aéroports régionaux quand la plupart restent dans un état indigne pour un pays en 2025, monsieur le ministre? Bien sûr, on peut toujours considérer que 2025, la Guinée devrait avoir des aérodromes régionaux plus modernes, mieux construits, plus propres. Mais c'est un retard de 60 ans qu'on est en train d'essayer de rattraper, que les gens soient un peu plus patients. Nous comprenons leur indignation, mais le gouvernement est sur la bonne voie quand il s'est engagé à délivrer 2 aérodromes sur 4, en espérant que les 2 autres vont prendre l'envol l'année prochaine. Nous espérons que cela redonnera de la dignité, s'il l'était ainsi, à ces téléspectateurs et qu'il considérera que le gouvernement est sur la rampe du travail et de la correction de plus de 60 ans de retard que notre pays a connu. Nous travaillons sur ça et nous espérons que chacun pourrait être fier de ce travail qu'impulse le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya. Voilà, Yaya Diallo, merci. Nous arrivons sur la fin de cette émission. Monsieur le ministre, il ne reste qu'à vous dire merci. Et mes téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi.